C'est tout le monde, bienvenue sur DB Times, vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui, review du chapitre 51 de Dragon Ball Super, qui était un chapitre assez riche. Ouais. Il s'en est passé des trucs, comme il y a Molo qui a continué à faire ses méfaits à travers l'espace. Il est passé de planète en planète avec ses subordonnés. On a découvert un peu plus de leur personnalité, un peu plus de d'eux en fait. Et ça, c'était intéressant. On est revenu dessus sur le live que vous avez vu sur la chaîne. Petit lien juste en haut. Et on parlait justement de ces personnages où il était bon de s'attarder sur eux, tu vois. Il y avait justement ce 7-3 là qui à un moment donné fait tout sauter sur la planète de Pui-Pui. Et t'as l'autre mec, Sagambo, qui lui dit arrête mec, parce que si tu pètes tous, si tu les tues tous, finalement les subalternes, là, les autochtones, et ben Molo il aura plus rien pour se sustenter parce qu'il absorbe l'énergie. Si les mecs sont morts, il n'y a plus d'énergie, tu vois. Ça va de soi, mais c'est bien d'y avoir pensé dans le déroulé, tu vois. Parce que ça pourrait être juste des méchants, entre guillemets, qui viennent foutre un sbull sur la planète Zone, et voilà, c'est tout, tu vois. Alors que là, il les stoppe dans son élan dans le scénario, en rappelant le pouvoir, quelque part, et le fruit de quoi se nourrit, du coup, Molo. Et je trouvais ça intelligent. Ça peut paraître bête, mais quand tu t'y attardes, tu te dis, ah, c'est pas bête d'avoir fait ça comme ça. Et on nous fait également le lien avec le fait que Molo a power-up ses subalternes. On le savait déjà depuis qu'ils ont sauté du vaisseau spatial pour aller combattre sur la nouvelle planète Namek contre Vegeta et Goku. Là, ça nous est renforcé par Vegeta qui dit ouais, ce Sagambo, il s'appelle Sagambo là, le mec qui a foutu une patate à Goku. Bon, il a foutu une patate à Goku, mais en vrai, même s'il a été power-up par Molo, je pense que si c'était pas le cas, mon fils pourrait le savate. Trunks serait donc d'un niveau suffisant pour battre Sagambo en temps normal. Là on comprend que c'est parce qu'il a été power-up par Molo qu'il a pu mettre une patate à Goku Super Saiyan 3 qui a été surpris par le fait que son ki était en train justement d'être pompé. Donc c'est une précision utile je trouve, notamment avec le chapitre précédent qui nous avait pas mal chafouiné à ce niveau-là, où le Super Saiyan 3 était encore dévalorisé. On va revenir sur le Super Saiyan 3 un peu plus tard dans cette review. Là on voit donc tous les hommes de Molo qui débarquent sur des planètes extraterrestres. Il y a la planète Zune, que vous connaissez déjà, puisqu'on avait déjà eu droit à cette planète durant l'arc Majin Buu. Babidi avait envoyé Pui-Pui, son guerrier, combattre sur cette planète. Donc Pui-Pui c'est déjà un gros guerrier puissant normalement pour les habitants de la planète Zune. Là on voit un peu les autres guerriers. Et c'est l'occasion de nous confirmer qu'effectivement les autres hommes de Babidi qui ont des tenues, en tout cas une apparence semblable à Pui-Pui, viennent bien effectivement aussi de cette planète. De cette planète-là. Donc Babidi connaît cette planète. Ça c'est tout bête, mais il y a du liant. Et on parlait du coup de level, de niveau, etc. On a du coup d'un autre côté les frères Bogdanov. Non, c'est plutôt les frères Macaroni qui ils se taillent sur la planète Terre et qui, j'espère, vont faire face à du Gohan, du Piccolo ou tout ce genre de personnages. C'est disons la petite théorie qui se met en place. J'espère que le level sera respecté, je parlais de level, mais voilà, si les frères Macarini commencent à faire quelque chose avec Piccolo et Gohan, qui ont quand même un level, excuse-moi, normalement bien plus supérieur qu'une bande de pilaf... C'est pas pour du combat, Moi je les vois aller sur la planète Terre et justement renforcer tout ce liant, cette aventure space opéra qu'on a depuis le début avec cet arc, où on voyage et les uns et les autres vont se rencontrer et vont être amenés à faire quelque chose dans une situation donnée. Notamment dans le film Dragon Ball Super Broly, finalement le fait que Chila ramène Broly à Frieza, Frieza rencontre Broly et du coup il va se servir de lui pour aller sur Terre, il va se passer ce qui va se passer. Là je pense que c'est à peu près pareil, et que ces frères Macarini qui nous ont dit lorsqu'ils étaient emprisonnés, ouais non, nous une vie de larcin ça nous convient très bien, etc. parce qu'ils veulent pas rentrer dans le droit chemin. Je pense que s'il y a eu cette phrase, je l'ai déjà souligné dans la dernière review, c'est justement parce qu'à un moment donné, ils vont faire quelque chose de bien. Et je pense qu'ils vont aller sur Terre, ils vont être confrontés aux terriens, ils vont se dire « Ah merde, en fait on peut pas avoir le Sky Gold aussi facilement que ça, on n'a rien fait, mais on peut vous indiquer qu'il y a une menace dans l'espace et qu'il y a ceci à faire, etc. » Et ils vont peut-être justement être utiles, peut-être pas à Bulma, parce qu'elle est censée être à la recherche de Vegeta, donc je pense pas qu'elle soit déjà retournée sur Terre, elle l'a pas encore trouvé, mais peut-être à Gohan, Piccolo, numéro 17, s'il tombe justement sur les défenseurs de la Terre, Krillin, qui est policier également. Ou alors si c'est pas immédiatement, de par ce que tu viens de souligner, un élément scénaristique, ça peut être juste à la fin, à un moment clé, où finalement on a besoin de lui, un peu tu vois, alors on n'en serait pas autant, mais tu vois, Mister Satan à un moment donné, finalement, c'est son appel aux citoyens qui permet le Genki Dama à Goku, tu vois. C'est un personnage qui, quand tu commences l'arc, excuse-moi,
c'est pas sur lui que tu comptes. Ouais. Il est là pour apporter un élément comique finalement. On en a parlé dans la dernière vidéo sur la fierté que vous avez vu sur la chaîne. Exactement. Et du coup, les frères Macaroni, ça peut être un peu ça, tu vois, une bande à pilaf bis et qui, à un moment donné, c'est pas des méchants jusqu'au bout et ils vont s'avérer être décisionnaires sur quelque chose d'important en disant, c'est pas nous, en fait, on est des malsains, attention. On est des malsains. Et voilà, donc c'est possible, je pense pas que ça soit la grosse menace à aborder. Et du coup, pour revenir sur la menace, on a donc Molo qui, comme tu l'as dit, continue son sbul, continue son chemin, et qui du coup ne calcule pas, mais alors absolument pas Goku et Vegeta, il les considère comme du menu fretin, tu vois, et il le dit même à Sagambo. Sagambo il fait, ouais, donc chef monsieur, quand même, ce sera peut-être bien qu'on s'en débarrasse, parce qu'ils sont partis, t'as vu, donc ce serait peut-être bien, ils sont peut-être morts, ou je sais plus, un truc comme ça, il dit. Et puis on a du coup Molo qui dit, non, on s'en fout, laisse-les, ils sont intéressants, c'est des mecs qui sont puissants, si j'ai besoin, je les utiliserai. C'est des fourmis pour lui. C'est des fourmis. Mais ça nous permet de mieux comprendre Molo en fait. Parce qu'on se disait pourquoi il s'est pas débarrassé plutôt de Goku et Vegeta, tu vois. Il avait dit déjà que pour lui c'était pas des obstacles, mais à un moment donné il s'en rend compte quand même qu'ils sont une menace, un frein peut-être à son ambition. Et ben là on se rend compte en fait que sa personnalité, son caractère et l'être tel qu'il est, Molo, le personnage de bouquetin que vous connaissez depuis le début, sa personnalité, c'est d'être tellement sûr de lui qu'il considère les gens qui sont pourtant des obstacles et des menaces comme de vulgaires fourmis, sauf dans le cas où ils ont déjà réussi à l'emprisonner. C'est-à-dire, à part le grand Kaioshin, qui pourtant est plus faible qu'eux, mais ça n'a rien à voir, vous avez vu que c'était le pouvoir justement magique qui influait sur Molo, et du coup les siens ne fonctionnaient pas sur le grand Kaioshin. À part cette entité qui a réussi à l'enfermer, les autres, tout aussi puissants qu'ils sont, il en a rien à foutre. Pourquoi ? Parce que lui, il sait qu'il peut absorber l'énergie et du coup monter son ki et donc monter en puissance, parce que c'est ça aussi. Oui, c'est un aspirateur de tape. C'est un aspirateur, il fait le tapin ce bâtard dans l'espace. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait le tapin dans l'espace ? Il se prostitue pour de l'énergie. Exactement. Voilà. Et donc, qui dit ennemi avec ses capacités extraordinaires, quelque part, il a un pouvoir extraordinaire, Molo, faut trouver une solution, et on a, en parallèle de tout ce qui se trame, Melusu et Goku qui se font face. Et là, on a affaire à quelque chose de très intéressant, on va vous expliquer pourquoi. Goku, quand il discute à un moment donné avec Melusu, fait face à un Melusu qui est un peu en désespoir, qui est en dépression. Il fait, oh, on va jamais y arriver, vu comme c'est comme ça, tout, il va arriver à un level. Il fait ça. On va arriver à un level et tout, pour rien faire. Et ouais, et j'avoue, il fait ça alors qu'on se rend compte que ce mec c'est un ouf, genre quelques instants plus tard. Et comme ça, il observe, c'est fait. Bon, vas-y, on peut rien faire aussi. Vas-y, j'en ai marre. Goku, il fait, ah ouais. Même si tu vas à fond, on peut rien faire. Il fait, bah quoi, vas-y, fais genre, tu connais moi et tout. Vas-y, fais genre. T'imagines, il me parle, regarde. Et Goku, il va pour taper Melus, mais tu vois, il croit qu'il est discret. Direct. Il croit qu'il est discret, Goku. Il croit. Mais bon, à partir du moment où même nous, le lecteur, on voit sa main qui gigote comme ça avant que ça parte, tu sais que Melus, qui est entraîné, il va l'esquiver comme ça, style de rien, tu vois. Avec la mèche comme ça. Comme il fait ça comme ça, sa mèche comme ça. La petite méchotte, elle a bougé, elle a frétillé. Donc là, tu dis, oh, Melus, tu vas descendre d'un cran. Tu redescends sur terre. Je trouve ça capillotracté. Je trouve ça un peu capillotracté. Capillotracté, ouais, je veux dire. On dirait un titre de chanson. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette affaire de capillotractage, il y a Jaco qui rebondit dessus. Parce qu'il dit, oulala Goku, oula, tu vas trop loin. Ouais, tu vas pas dégommer mon ami quand même. Surtout que bon, je comprends bien qu'il est un peu prétentieux, qu'il pète un peu plus haut que son cul, qu'il a des collants et qu'il a une coupe de cheveux de merde, mais quand même, ça se fait pas, c'est quand même le number one de notre élite. Sachant qu'il a pas de collants en fait. Voilà, tu ne fais pas ça, s'il te plaît. Et on découvre finalement que Melusu ne réagit pas du tout. Il s'en bat les couilles. Réagit pas du tout. Par contre, le lecteur a réagi au fait que Jaco ne portait pas de tenue de combat, ni d'uniforme, ni de collant, ni de quoi que ce soit, mais qu'il était nu sous sa tenue. Et sachez que c'est une information qu'on savait. Déjà. Tu le savais, cher tu le savais, mais malgré toi, tu le savais. Tu le savais. Pourquoi ? Parce que dans Jaco de Galactic Patron de Mal, à un moment donné, Tights, elle lui fait remarquer qu'il a une tenue un peu spéciale. Il dit, j'ai pas de tenue spéciale, je suis à poil. Et elle fait, putain, c'est dégueulasse. Et il fait, tu veux toucher ma... C'est pas dégueulasse du tout, qu'est-ce que tu racontes ? Et elle lui dit, mais du coup, tu fais comment pour faire pipi ? Il fait ça et il lui pisse sur la tête. Voilà, donc ça, je te conseille vraiment de lire ce manga. Ça s'appelle une Golden Shower. Exactement.
Pas du tout. Et lis ce manga de Toriyama parce que c'est le préquel de Dragon Ball, donc ça serait un peu con de pas savoir ce qui se passe avant Dragon Ball. Ça peut servir si t'es fan de Dragon Ball, savoir ce qui se passe dans Dragon Ball. En fait. Voilà. Et également, non, on revient pas. On revient pas. Parce que dans Dragon Ball Super, il avait dit aussi qu'il était à poil à Trunks et Goten. Épisode animé par Shimanuki. Ouais, Shimanuki. Vous connaissez. Vous l'avez vu dans ses vidéos, Shimanuki, beau gosse. Et vous savez, à un moment donné, il y a Trunks et Goten, ils font elle a des amis bizarres, maman, Bulma, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Ses amis, ils sont avec des collants et tout, ça se fait pas. Il y en a qui invoquent des chamans et lui, il invoque des shimans. Il dit ça, Trunks. Pourquoi il dit ça? Il dit ça, il est con en plus, Trunks, de dire ça, parce que son père est en collant. Son père est en collant, Trunks. Tu le sais qu'il est en collant. Quelle sorte de normalement, depuis 1992, tu le sais que son père il se trimballe en collant. Depuis en 92, il a... Voilà. Mais pourtant, il dit, il y a un mec en collant. Bon, bref. Et Jaco, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, mais non, je suis pas en collant, je suis à poil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Il est content. Qu'est-ce qu'il y a? Je me montre à poil devant Comme des enfants. le roi, il me fait rire aussi. Il dit, je me montre à poil devant des enfants. Il y a quoi? Il fait ça. Il y a quoi? Moi j'aurais pas tenté, mais après, Après c'est Jaco. Par contre, le roi... Après, c'est la police de l'espace. Et le roi, c'est vrai que... Alors le roi, il me fait délirer. Il s'entortillonne les tentacules, genre, ah non, je suis tout nu. Il s'entortillonne. Je suis désolé, il fait comme quand il... Oui, il fait ça. Il fait genre, non, pas machin, il se met une couronne, il est habillé, le gars. Doit-on vous rappeler qu'il y a une des tentacules qui n'en est pas une? Donc c'est-à-dire, il se cache là où il n'y a pas de... Puisque c'est sa tentacule, c'est sa... C'est ça, ouais. C'est ce qui lui permet de... Voilà, c'est ce qui lui permet de... De serrer la main à Goku. J'espère que vous avez apprécié cette information. Il y a appuyé dessus, ça pue la bite. Bon bref, pour revenir du coup à Melusu, qui fait face à Goku. Goku sent qu'il y a un potentiel, qu'il y a quelque chose d'intéressant avec Melusu, et du coup, Goku lui dit viens on se fight, viens on se met sur la gueule, j'ai envie. Il lui a dit ça clairement, je suis désolé, c'est ce qu'il lui a fait. Il a dit ça. Et Melusu, il accepte, il fait ok, ça me va, on y va, j'aime bien. Et donc on a un fight qui débute entre les deux, et c'est là où on a de nouveau cette montée en puissance de Goku qui passe Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, bref, il monte jusqu'au Super Saiyan God, où après il y a tout qui va péter, donc on met un frein, parce que sinon il n'y aura plus de lieu d'entraînement. Et on a en face un Melusu qui esquive tout. Clairement, il s'en bat l'arrêt du level de Goku, même en Super Saiyan 3, il n'est pas dérangé le gars. Et donc là, on s'est tous dit, lecteur. Contrairement au lecteur qui est dérangé, du coup. Et nous, on est dérangé parce qu'on se dit, what en quelle année un mec fait ça? En quelle année un Goku Super Saiyan 3, tu vois, il n'arrive pas à toucher un vulgaire policier de l'espace, un patrouilleur galactique, qui n'a pas été appelé pour le tournoi du pouvoir, n'a jamais été repéré de par son ki, et est capable de faire ça. Et c'est là qu'on se dit, ça se trouve, le mec, il est puissant, certes, mais c'est pas dans sa puissance pure que réside son secret. Il est certainement moins puissant que Goku à ce moment-là, seulement il est capable d'esquiver absolument tous ses coups. Et là, on est peut-être sur une bonne piste parce que il nous dit quoi Goku? Il nous dit, je pense que tu peux m'aider à m'entraîner pour me rapprocher du Migate no Goku, me rapprocher de la maîtrise du Migate no Goku. Parce que c'est ce qu'il veut faire Goku, il n'a pas maîtrisé parfaitement ce Migate, il arrive à l'invoquer, en quelque sorte à puiser dans ses réserves et à le ressortir dans des moments d'extrême danger, mais il n'arrive pas à ressortir la forme maîtrisée qu'il avait contre Jiren. Et là il se dit peut-être qu'avec Melus, je tiens une bonne piste parce que ce mec, il a l'air de pouvoir esquiver instinctivement. Et du coup se posent plusieurs questions qu'on évoquera ensemble lors d'une prédiction de Baba, à savoir qui peut être Melusu. Il y a plusieurs pistes qui sont intéressantes. Est-ce qu'il serait un ange? Est-ce qu'il serait d'autres choses? Il y a plein de questions qui se posent, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc abonne-toi, clique sur la clochette, like cette vidéo si tu veux en savoir plus. Et nous, on va continuer du coup la review de cet épisode, sans revenir sur cet aspect totalement théorie. Ça, on va pas faire de théorie, on va plus faire de l'analyse. C'est le principe d'un DB review. La prochaine vidéo quand même. Bah c'est ça, DB Review avec un chapitre quand même extrêmement riche, mais le cliffhanger nous avait préparé à voir un Vegeta qui allait nous dire un peu ce qu'il attendait sur la planète Yardrat, et finalement c'est peut-être ce qui nous a le plus déçu dans ce chapitre, c'est-à-dire que on a eu plein de trucs, on a eu des situations là, des situations ci, on a eu des informations avec Goku, des informations avec Melus, on a eu Molo, ses hommes, etc. Mais à côté de ça, Vegeta, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, il y a un moment donné, on a... Illico qui lui pose la question, mais en fait, parce que je pense qu'il parle comme ça.
excuse-moi, mais qu'est-ce qu'on va faire chez Yardrat, chef monsieur Vegeta? C'est jamais de bouse en fait, Illico. Vegeta, est-ce que Yardrat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi je dis Nico, il part comme ça. Du coup, je comprends pourquoi Vegeta il s'est exilé dans sa chambre, je pense. Du coup, il est parti dormir, Vegeta. Voilà, il est parti se reposer. Et de cet échange naît une information qui nous étonne. En gros, on nous dit, ils sont pas très puissants, ils basent pas tout sur leur physique, etc., les Yardrat, mais au contraire, ils ont des techniques assez mystérieuses, notamment comme celle que Goku a appris. Merci Vegeta. De nous dire ce qu'on savait déjà. Et donc, Illico lui répond, donc en fait, tu veux aller trouver une solution pour essayer d'avoir quelque chose de différent. En gros, clairement, je te traduis tout, c'est comme ça. Il fait, ouais, c'est ça. Enfin, même si c'est pas trop le... J'avoue, c'est pas le truc le plus glorieux, mais c'est ça. Et là, tu te dis... Tu la merde en fait. C'est-à-dire que pourquoi c'est toi déjà, Vegeta, excuse-moi, mais pourquoi c'est toi? Tu les connais pas les gars. Tu vois, c'est comme si moi je vais manger chez toi. Parce que on se connaît, machin. Et puis demain, j'ai un pote là, il s'appelle Herbert. Là. Il est là, il est à côté, tu vois. Et Herbert il vient chez toi dans 10 ans. Il fait ouais, t'as mangé avec Max il y a 10 ans, du coup il m'a dit c'était bon. Du coup je viens manger chez toi. Non mais j'exagère, tu vois. Mais je les connais pas, il débarque là-bas. Bon, il sait des choses de par Goku, certes. Mais excuse-moi de te dire, ça devrait être à Goku de penser à ça. Tu vois? Pas à l'inverse. Surtout si Vegeta il avait une bonne raison. On attendait ce chapitre parce qu'on était resté sur un cliffhanger pour que Vegeta nous donne une bonne raison. On s'attendait par exemple à ce qu'ils nous disent quand j'étais au sein de l'armée de Frieza, j'ai entendu qu'en plus d'avoir des techniques mystérieuses, ils avaient la capacité d'agir avec le ki et de se protéger avec des barrières et des trucs comme ça. J'ai repensé à ça. Et vu que Frieza est en train de faire des invasions, et que je redoute cet enculé là, il fait n'importe quoi, je me dis, je vais y aller en premier sur cette planète avant qu'elle soit envahie. Là, j'aurais dit d'accord. C'est logique avec ce que t'as dit. Mais là, non. Illico, il fait, pourquoi tu vas y aller? Il fait, parce qu'ils ont des techniques mystérieuses. Tu nous l'as déjà dit dans l'arc humain artificiel. Et en fait, il fait un voyage, il fait un road trip. Sans savoir pourquoi. Sans savoir s'il y a une vraie solution. Ouais. Il prend des risques de ouf, sans vraiment savoir pourquoi. Et effectivement, tu vois, tu l'as souligné, c'était très simple d'expliquer quelque chose. Même il sortait... Moi, j'ai entendu dire qu'il savait faire une barrière de ki comme numéro 17, tu vois, sa barrière, mais qui est imperméable au ki, je sais pas quoi, il arrive à condenser. Tu peux pas l'absorber, du coup, voilà. Mais j'en suis pas sûr. Ou alors, Goku m'a déjà expliqué comment fonctionnait sa technique de déplacement instantané. Admettons, ils enrichissent un peu le fonctionnement du déplacement instantané. Et là, tu dis... Donc, j'imagine qu'ils doivent savoir maîtriser un truc. Donne-moi du truc. Genre le déplacement instantané abouti fait que quand il se déplace, son ki est indétectable, du coup c'est une solution contre Molo, on pourrait se déplacer sans que Molo nous absorbe parce qu'il pourrait pas détecter. N'importe quoi, tu vois. Mais là il n'y a rien en fait. Le mec il a pas de concret et il s'en va. Donc en fait on était déçus et ça se termine sur le plan où il est au-dessus de la planète, il fait ouais on est arrivé au chef monsieur et tout, et puis c'est tout. Donc on n'a rien eu en fait, tout un chapitre pour rien avoir sur ce fait là. Déception pour ma part, j'attends vraiment de voir, j'espère vraiment, mais alors vraiment qu'une fois qu'on y sera, il y aura une bonne raison, il y aura quelque chose, parce que, en tout cas, les explications et le leitmotiv de Vegeta pour se rendre sur la planète Yardrat et aux côtés des Yardrat, pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Non, c'est toute cette construction autour de Vegeta, cette hype qu'on nous fait, le cliffhanger, je l'ai dit, putain, ça rejoint encore une fois un truc que j'ai dit, ça m'énerve d'avoir raison, parce que ça veut dire que c'est trop facile. Si moi, qui suis un lecteur, j'arrive à deviner où on va aller, ça veut dire que c'est beaucoup trop facile. Et j'ai dit quoi? J'ai dit que Toyotaro, ça se trouve, il avait été forcé de faire un cliffhanger à la fin du chapitre 50, parce que comme il fait un chapitre par mois, il faut tenir en haleine jusqu'au mois suivant. Mais ça se trouve, c'était pas un gros truc. Et là, on a eu quoi? Vegeta, il sait même pas pourquoi il y va, tu vois. Il sait même pas pourquoi il y va. Donc cliffhanger qui servait à rien. Cliffhanger pour cliffhanger. Pas cliffhanger pour oh ouais putain, ça va trop maintenant. Moi je vais t'en donner un cliffhanger qui aurait marché. T'inverses déjà de une. C'est-à-dire que tu fais que Goku parte. J'aurais dit à Vegeta, je vais aller voir les Yardrat parce que pendant mon séjour, je veux dire, les mecs il est pas resté une semaine. Il est resté un an quand même. Il est resté un an. Je pense qu'il y a eu le temps d'échanger un petit peu, tu vois, avec eux. Donc il y a eu le temps, à un moment donné, peut-être d'entendre des choses, même s'il était focus sur le déplacement instantané, il a peut-être entendu de la part de ceux qui l'ont entraîné des informations, des choses, et là à ce moment-là il se remémore, il dit Vegeta faut que j'y aille parce que j'ai peut-être une solution. Vegeta il reste tout seul et je vais loin. Mettons Vegeta il fait la même chose que ce qu'il a fait avec Goku mais avec Melus, parce que lui aussi il a observé. Il se tatane tous les deux, il s'entraîne, et là gros cliffhanger, Vegeta il demande à Melus fais-moi atteindre le Migate no Goku comme Goku, et là on se dit il voulait pas avoir, et il fait c'est la seule solution. Tu vois, genre comme il refusait la fusion, finalement il l'a fait.
Et là, il refusait le Migaté, et là, il le fait. Et là, tu te dis, waouh, il y en a un qui finalement revient sur sa décision, il veut le Migaté, on est tous hypés, on le veut tous. Et d'un autre côté, t'as Goku qui part chez les Yardrat revoir ses straps d'époque. Là, je dis ouais. J'avoue que ça aurait été 1000 fois mieux. Là, je dis ouais. Parce que je me dis, putain, dis-moi le contraire. Tu préfères que Vegeta, il aille voir des gars qu'il connaît pas, ou qui disent, tu vois, genre droit comme ça, il fait... mais fais-moi atteindre le Migaté no Goku, et genre, monsieur fait, je peux pas, enfin, j'en sais rien. Ouais, il fait enfoiré, entraîne-moi, j'ai vu que t'as des talents cachés, tu peux pas me dire le contraire. Il fait, oui, effectivement, j'ai pas tout montré. Et il fait, j'ai beau m'entraîner avec cet enfoiré de Kakaroto, c'est un génie, j'ai fait ce que j'ai pu avec Whis et tout, mais j'entrevois quelque chose avec toi. Tu vois, je vois que je peux apprendre un truc en m'entraînant avec toi. Bah là, tu dirais, bah oui. Effectivement, tu peux. Parce que Super Saiyan Blue Evolution de l'anime, excuse-moi, ça pue la merde. Donc, on l'attend tous. Tout fan de Vegeta que tu es a cette frustration. Tous. Et Toyotaro le premier, de dire Goku il a le Migaté, Vegeta il l'a pas encore. Mais arrête, avoue-le. C'était l'occasion rêvée d'avoir deux pôles logiques. Là, ils ont inversé. Goku doit le retrouver. Et Goku finalement reste à s'entraîner pour retrouver ce qu'il a déjà vu, mais qu'il n'arrive pas à maîtriser. Mais il peut le faire plus tard, ou il peut le faire au contact de Vegeta, ou même Vegeta il lui dit Kakaroto, le secret c'est ça, j'en sais rien. Mais surtout que là ça induit en fait qu'à la fin de cet arc, on va repartir sur ça. Goku il va maîtriser le Migaté, il va terminer Molo grâce à ça. Genre en fait Vegeta il va arriver avec la solution Yardrat. En gros le gars il a tout fait dans la démarche. Il arrive avec une pseudo-solution ou la solution et une paralysie peut-être momentanée de Molo, j'en sais rien, ou alors il est incapable de faire quoi que ce soit. Il arrive peut-être à mettre un coup à Vegeta mais il est affaibli. Et Goku Migaté il finit. Et en fait Goku c'est le héros. Et Vegeta aura tout fait, ou les choses les plus peut-être intéressantes. C'est de la merde, soit tu fais en sorte que Vegeta a un truc de ouf. Limite, je préférerais que Vegeta il maîtrise le Migaté grâce à Melusu. Ça veut dire quand même que Melusu sera au-dessus de Whis, mais ça on en reparlera. Et que même, genre, il se transforme, tu vois, Migaté, et puis Goku il fait Vegeta, depuis quand Et puis il lui fait je t'expliquerai comment on fait. Genre un truc, l'astuce c'est après, ça. Ça induit pas nécessairement que Melusu soit au-dessus de Whis, ça induit en tout cas que Melusu est un meilleur professeur. Ouais. Parce que oui, ça peut être essayer de leur apprendre avec ses mots en disant écoutez là il faut que vous fassiez ça, etc. Et à chaque fois il leur a donné des leçons par rapport à leur réflexe. Il faut être plus relâché pour Vegeta, pas trop relâché pour Goku, mais plus à l'écoute, etc. Et là Melusu peut-être parviendrait à leur apprendre quelque chose que Whis n'a pas su leur apprendre. Du coup on pourra se reposer cette question sur l'identité de Melusu dans les prédictions de Baba. Mais par rapport à Vegeta Goku, je trouve effectivement que leurs situations sont échangées. J'aurais plus vu Goku faire toutes les démarches et enfin retrouver un rôle de héros, parce que c'est lui le héros de Dragon Ball, je précise. Et aller faire les démarches sur Yardrat avec quelque chose qu'il connaît. Et Vegeta qui est, depuis le début de cet arc, dans la reconsidération et dans le désir de dépassement. Il le dit dans ce chapitre, Kakaroto, blabla, c'est pas pour le tuer Kakaroto, il a passé ça. C'est pour coller à la dernière case du manga Dragon Ball, où il dit, un jour ça sera moi qui te dépasserai, parce que il faut quand même qu'il conserve son but pour avoir une raison de vivre, Vegeta. Et son but, ça a toujours été d'être le plus fort. Donc là, le rival, Goku, sert à mesurer le niveau qu'a Vegeta. Et Vegeta, il veut se surpasser. Donc, quel meilleur moyen, justement, que d'avoir un entraînement avec Melusu, ça aurait été sympa. Mais il brillerait de son côté. Alors que là, il va faire quoi ? Il va chercher une solution d'un truc qu'il sait même pas quoi. En fait, il sait pas pourquoi il y va, en fait. Il sait qu'il y a des trucs sur la droite. Il aurait pu dire, ouais, je vais sur la planète Zoom parce qu'il y a une gravité 10 fois supérieure, et puis je peux m'y entraîner comme Goku il fait sur la planète de Caillou. C'est pareil, c'est tout aussi con. C'est de la merde. En plus, parce qu'il a une salle de gravité sur Terre, tu vois. Il aurait pu justement dire... mais il y a une salle de gravité sur Terre. Ouais, mais il aurait pu dire, viens, on va s'entraîner sur un lieu qui est niqué, j'en sais rien. Et Melusu, donne-moi un truc, il fait, la planète Zone, elle vient d'être totalement pétée. Emmène-moi là-bas avec la gravité x10, je vais accélérer mon mouvement. Je dis n'importe quoi. Et il s'entraîne à deux là-dessus. Ouais. Et on aurait un rappel en plus, tu vois, puis Vegeta, Planète Zone, Melusu, il y aurait des clins d'œil, tu dis comme par hasard, il se retrouve sur la planète de celui qui l'a dégommé. Voilà, mais on travaille pas chez Toei. Et d'ailleurs, en parlant d'anecdotes, planètes, références, tout ça, il y avait cette planète assez hostile avec des extraterrestres où tu as 3 filles sous les ordres de Molo qui interviennent. Les extraterrestres ont été utilisés sur cette illustration de Toriyama et on les a retrouvés dans l'épisode 64 de Dragon Ball GT lorsque Piccolo fait le nettoyage en enfer, rappelez-vous. Et là, Toyotaro a eu la bonne idée de les ressortir. Alors moi, il y a un truc que je comprendrai jamais avec Toyotaro, c'est qu'à chaque fois il trouve des références où je sais pas, peut-être il ressort les illustrations, peut-être il se dit ah ouais tiens je vais faire un clin d'œil, etc. Il ressort des personnages de Toriyama que personne ne connaît,
Nous on connaît, parce qu'on est des grands fans, on est passionnés, on sait se dire, ah ouais, etc. Vous certainement aussi. Mais je veux dire, le lecteur lambda qui lit Dragon Ball Super, je pense pas qu'il ait la référence. Et il arrive à se tromper sur le caractère de Goku, sur la personnalité de Goku, et sur certains traits, même avec des personnages comme Vegeta ou je sais pas qui, tu vois. Ouais, ça, c'est des trucs... Typiquement, moi, je te l'ai dit, je l'ai dit lors du live, j'ai pas 100% apprécié la phrase de Vegeta. C'est-à-dire que quand il dit dans le vaisseau, je veux le dépasser, je sais pas quoi, je veux le battre. Oui, c'est son caractère, on le sait, tu viens de le souligner, à la fin du tome 34, Toriyama a rajouté une case où il dit « je te dépasserai ». Il a toujours ce dépassement en tête. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'à ce moment précis, là où il est dans son vaisseau, il est totalement aux abois, le gars. C'est-à-dire, il n'a pas de solution. Il ne sait pas comment battre Molo. Ils se sont fait rétamer. Les deux sont impuissants. Il part chercher une solution. Limite, il est plus dans l'inquiétude et dans la réflexion de comment il va faire et de comment on va faire. Il va englober Goku dans cette solution. Et le gars, à ce moment-là, c'est sa fierté qui passe avant tout. Il fait « mais j'y vais aussi pour Kakaroto ». Mais jamais de la vie, le Vegeta qui évolue, à ce moment-là, il penserait à ça. Il pensera peut-être plus tard. Surtout qu'au tournoi du pouvoir, il était là le premier à dire à numéro 17 « ouais, t'inquiète pas, on peut bien faire ça pour celui qui a sauvé l'univers, te donner un bateau ou quoi. » Et même c'est le premier à avoir soutenu Goku à un moment donné quand il était dans les gradins, tu vois, même si c'est l'animé qui l'a fait. Tu fais « Kakaroto, tu vois, il est dans cette reconnaissance de Goku. Il y a toujours cette rivalité, mais elle n'est pas aussi exprimée, exacerbée à ce moment-là de l'œuvre, pour moi en tout cas, qu'elle ne pouvait l'être période humain artificielle ou encore pire, période Namek et Saiyan, tu vois. Elle a évolué, elle est toujours présente, elle est plus nuancée parce que ça restera son rival éternel. Mais c'est son ami, c'est devenu son ami. Exactement. Depuis l'arc Majin Buu, en fait, c'est devenu son ami. Là, il fait bande à part, il s'en va tout seul pour trouver une solution, puis en même temps, s'il peut niquer le cul de Goku, c'est... Non, mec, à ce moment-là, t'es pas comme ça. T'es plus comme ça. T'as évolué, en fait, t'as grandi. Tu vois, j'ai trouvé ça maladroit à ce moment-là. Il peut le dire plus tard. Tu vois, quand il arrive en disant Kakaroto, c'est moi qui ai trouvé la solution, là on aurait senti que tu vois, il veut se sentir supérieur. Ouais, il est fier d'avoir trouvé le truc. Mais jamais de la vie il va lui dire je vais te niquer ta mère avec ça. Jamais, c'est pas le moment, tu vois. Bon, là c'est tout. Mais donc t'as raison, c'est simplement pour souligner, comme tu le disais, que Toyotaro peut être maladroit sur l'interprétation de la personnalité de certains personnages qui pour autant, excuse-moi, c'est quand même les persos qu'on voit depuis. C'est un peu les persos principaux de DB Super là. Voilà. Donc c'est un peu dommage de faire n'importe quoi avec les persos principaux de DB Super. Si tu fais n'importe avec les persos principaux, c'est un peu chaud quoi. Bah, surtout que tu fais des trucs bien avec les persos secondaires. Majin Buu par exemple, tu vois, il dort dans ce chapitre, il a repris sa forme de Majin Buu parce qu'il s'est endormi. C'est plus le grand Kaioshin. Et j'ai l'impression, quand je vois ça, que toute l'histoire avec Majin Buu qui prend l'apparence du grand Kaioshin, l'esprit du grand Kaioshin reprend le dessus sur lui et part au combat contre Molo, gagne son combat contre Molo. En fait, si tu réfléchis, si tu prends l'arc, si tu prends une ligne, Goku, Vegeta sont à enlever. Ils rencontrent la patrouille galactique, ils se fritent contre Molo, ils perdent contre Molo. Ils vont chercher une solution pour battre Molo, et ensuite Molo libère des prisonniers galactiques. Tu peux tout à fait te passer de Majin Buu, en fait. Ce qui veut dire que ça sert à rien. Ce qui veut dire que potentiellement Toriyama n'a peut-être, c'est une théorie, c'est ma théorie en tout cas, peut-être pas écrit ce passage avec Majin Buu. Ce qui voudrait dire que c'est Toyotaro qui a fait du fanservice avec Majin Buu, qu'on a kiffé, que je suis premier à kiffer, et j'adore et je remercie Toyotaro pour ça. Mais peut-être qu'encore une fois, Toriyama a squeezé Majin Buu, et que peut-être il va servir vraiment à rien dans cet arc, parce que si on le revoit pas à la fin, bah il est juste intervenu pour un peu de fanservice au milieu de l'arc. Tu te rends compte que ça fait 2 fois, que ce soit dans l'animé, ou que ce soit là maintenant dans le manga, qu'on a cette sensation que Majin Buu, cet illustre perso qui nous fait vibrer, sert à rien fondamentalement. Dans Dragon Ball, putain, moi ça m'énerve. Toriyama il sait pas comment l'utiliser. On a pu vibrer grâce au tournoi, tu vois, le pré-tournoi dans l'animé. Avec l'animé, on était content de voir Majin Buu. Ouais. On n'a rien eu de tout ça dans le manga. Bon, on a eu les 12 dieux de la destruction, les 8 qui se foutent sur la gueule. Bon, à la limite. Mais on attendait, on se dit ouais putain c'est peut-être le moment et tout, Majin Buu, et finalement comme tu le dis ça retombe comme est-ce que finalement soufflé, on n'a pas eu ça avec Majin Buu dans l'arc du prisonnier de la patrouille galactique, justement parce qu'on n'a pas eu le combat de Majin Buu contre Basile qu'on a eu dans l'animé. Maintenant que tu le dis, il a peut-être mesuré la hype que ça a eu vis-à-vis des jeux. Il s'est peut-être dit, il a peut-être entendu je me dis, c'était bien Majin Buu, etc. Il s'est dit bon je vais peut-être le mettre. Je vais peut-être le faire briller aussi dans le manga, c'était pas le cas. Il l'a fait, et voilà.
tout. Il l'a fait, ça a fait ça, et t'es content, t'as eu ton moment, etc. On va refaire... Et en plus, c'était peut-être le truc le plus intelligent et intéressant, je vais te le dire, hein, d'avoir pensé au fait qu'il y a le grand Kaioshin qui sont à l'intérieur, qui fait que du coup, il y a un... Je le trouve, et c'est peut-être le truc que j'ai préféré de l'arc, jusqu'à maintenant. Pareil. Tellement ça faisait écho à l'époque, que c'était logique, il y avait des millions d'années en jeu, etc. Et finalement, j'ai peur que cette info, qui était peut-être la base de ce qui faisait qu'on aimait le truc, s'essouffle, voilà, le souffle il retombe, et que là on passe sur quelque chose de totalement différent, qui donne naissance au travers de Dragon Ball Super. Au NIMP, c'est-à-dire déjà, tu l'as souligné, des répliques et des situations qui auraient pu être inversées, parce que ça colle pas tout à fait à Goku Vegeta, et la réplique de Goku là achève le truc totalement pour tous les fans qui attendaient que Majin Buu dégage une solution, ou qu'il soit la source peut-être pour Goku et Vegeta de solutions. Goku dit: on a un plan, et on va réfléchir à un plan, bon bah on pourra pas inclure Buu dans ce plan, vu qu'il vient de constater qu'il vient de s'endormir. Donc c'est-à-dire, il dit directement à Melusu, est-ce que t'as un plan? En tout cas, Buu, il n'en fait pas partie. Donc il nous dit à nous, il dit à toi ne t'attends pas à Majin Buu. C'est fini, il dort. Voilà, déception, voilà. Donc le chapitre en tant que tel nous hype de par l'aventure, le fait qu'on continue d'avoir quelque chose qui se travaille, qui se développe, etc. Tout ça c'est bien, ça se construit, mais avec une certaine maladresse qui nous disturbe un petit peu. C'est-à-dire, dans le même chapitre, on te dit tu pourras pas compter sur Majin Buu, mais par contre le Migate, je vois que je peux m'en rapprocher, donc ça va revenir. Donc tu te dis, bon, tu vois venir ce qui va se passer. Voilà, on voit un peu trop venir ce qui va se passer. Je préférerais que Majin Buu soit une surprise, qui se réveille d'un seul coup, et qui fasse sa technique de capture, tu vois, et que finalement Molo il finit capturé à l'issue de cet arc, mais bon. Voilà. Dis-nous dans les commentaires ce que tu as pensé toi de ce chapitre. Nous, tu as notre avis intégral. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'on te l'a dit, on va revenir sur le cas Melusu qui nous intrigue aussi beaucoup. Abonne-toi, partage, like, fais tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être nombreux. Dis-nous ce que tu as pensé également de nos réflexions, également sur Goku, sur Vegeta, sur Melusu et sur Majin Buu. Si y a des trucs qui te hyperaient dans les mangas Dragon Ball Super, et peut-être que ça arrivera, fais-nous part de tes théories, tout ça. Voilà. Allez, à très bisous. vite. Attendez.